Mesdames, Messieurs, je vous propose d'échanger sur la mise en place de l'optimisation de corridors logistiques pour promouvoir le commerce entre les pays francophones. Pour en parler, j'invite à me rejoindre sur cette scène Monsieur Rachid Ouari, directeur général de la zone logistique et portuaire de Tangemed, dont on a aperçu quelques images il y a quelques instants. Monsieur Éric Mellet, directeur général logistique et ferroviaire d'Africa Global Logistics. Monsieur Mamadou Abdoulaye Ba, président de la zone franche de Nouadhibou. Monsieur Hichem Eloumi, vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et président de Coficab Group. Monsieur Denis Deschamps, cofondateur et coprésident exécutif du conseil d'administration du Drakkar. Monsieur Youssouf Moussa Dalaoué, qui est président de la Chambre de commerce de Djibouti. Et pour distribuer la parole et mener les débats, mesdames, messieurs, merci aussi d'accueillir monsieur Abdou Diop, trésorier adjoint de la CGEM et associé gérant de Mazars Maroc. Merci beaucoup Rachid. Bon après-midi à tous. Je sais qu'après le déjeuner, c'est un peu compliqué, mais on va vous essayer de vous motiver sur une thématique qui est importante et qui tient à cœur à tout opérateur, en tout cas économique, et qui fait du commerce ou, dans tous les cas, qui fait de la transformation, qui fait de l'importation ou de l'exportation. C'est la question du transport et de la logistique, et en particulier la question des corridors routiers. L'espace francophone est un espace très large, hein. On va sur plusieurs continents, avec des distances très importantes. Et bien sûr, se pose la question comment optimiser la logistique, comment optimiser ces corridors routiers et comment quelquefois les mettre en place, parce que dans certains cas, ces corridors sont inexistants. Et de plus en plus, on est dans une logique de grands ensembles. Sur le continent africain, la ZLECAf, on est en train de mettre en place cette francophonie économique, donc il y a besoin d'optimiser ces corridors routiers. Et pour en parler, on a avec nous des acteurs clés du secteur, que ce soit en termes d'opérateurs du transport, de la logistique, ou encore des zones franches sur le continent africain, européen, américain et même asiatique, et aussi des acteurs privés, chefs d'entreprise, qui utilisent ces corridors pour pouvoir optimiser leurs opérations. Et donc, ces personnes-là vont échanger avec nous et nous donner leur point de vue, partager leur vision de différents continents. On a, bien sûr, vous l'avez vu dans les panélistes, des acteurs du continent nord-américain, je parle de Drakkar, des acteurs du continent africain, notamment portuaires, que ce soit sur la zone franche de Tanger. Bon, on devait avoir la zone franche de Nouadhibou, mais malheureusement, M. Ban n'est pas encore là. Ou encore des acteurs plus globaux, Africa Global Logistics, et bien sûr le secteur privé, puisque le secteur privé djiboutien et tunisien sont ici représentés. Ma première question, elle va aller à M. Hichem Ouari. Hichem Ouari, on parle beaucoup de Tanger, de Tangemed. Tangemed est un connecteur de toutes ces zones de la francophonie. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui l'importance de ces corridors et comment ces corridors arrivent à connecter et à permettre de faire le commerce? Je sais que dans nos discussions, vous m'avez montré un peu les chiffres, ces millions de conteneurs qui circulent dans l'espace francophone. Si vous pouvez nous en parler. Ah oui. Je pensais que vous parliez de quelqu'un d'autre. Rachid Bonjour à tout le monde. Oui, en effet, les corridors logistiques sont une nécessité certaine pour les échanges entre les pays, et ça, c'est un secret pour personne. Pour vous donner une image générale, aujourd'hui, Tangemed traite pratiquement 9 millions de conteneurs et 120 millions de tonnes manutentionnées par an, mais avec, comme vous le disiez, 180 ports et 70 pays. Et si on devait faire un zoom sur les pays francophones, on a revu les chiffres dernièrement et j'étais plutôt agréablement surpris de voir le nombre d'échanges importants avec les pays francophones, plus d'une quinzaine.
Et c'est presque 3 millions de conteneurs qui sont échangés avec les pays francophones, et principalement ceux de l'Afrique de l'Ouest. Et donc ce chiffre-là est très important. On fait aussi à peu près 1500 navires vers ces pays francophones de manière très régulière, avec en touchant tous les ports concernés. Et on espère que justement ce grand projet de Tangemed puisse servir de corridor logistique, de facilitateur, et aux industriels d'une part et aux consommateurs de l'autre côté, pour que ce corridor-là soit le plus efficient possible. Je voudrais peut-être aussi donner une idée aussi sur le sujet du corridor logistique et comment le Maroc utilise Tangemed pour fluidifier ce corridor logistique. On fait presque 14 000 escales par an. Et comme vous le savez, il y a énormément de navires qui font la ligne de Tanger à Algiras, mais sur lesquels il y a énormément de marchandises qui traversent l'Espagne pour aller justement en France ou en Belgique. Et là aussi, ce sont des chiffres extrêmement importants qui sont derrière ce corridor logistique. Et puis aussi, je pense qu'on l'a vu sur les images tout à l'heure, on a au Maroc maintenant une industrie automobile qui est assez performante, puisque l'année dernière, il y a plus de 500 000 voitures neuves qui ont été fabriquées au Maroc. Et donc, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que pratiquement la moitié de ces voitures-là fabriquées au Maroc sont vendues dans des pays francophones. Donc ça, c'est des chiffres qu'on a compilés dernièrement pour pouvoir étayer le sujet des corridors logistiques et pouvoir répondre à cette question. Merci. Donc, on voit comment les corridors logistiques favorisent très clairement les échanges sur plusieurs territoires. Souvent, on le dit, on pose la problématique de la difficulté d'aller à l'intérieur du continent. C'est vrai que sur le continent africain, la logistique et le transport est un vrai sujet. On dit souvent qu'il est plus facile de bouger entre les différents continents du monde que de bouger entre deux pays africains. Vous, en tant qu'Africa Global Logistique, Eric, vous intervenez sur beaucoup de géographie du continent. Comment vous voyez justement ces enjeux des corridors ? Merci Abdou. Oui, effectivement, c'est un sujet majeur pour le continent africain. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que, et nos amis de Tangemed en sont témoins, la façade maritime en Afrique a considérablement évolué. C'est-à-dire qu'en matière de corridors, qui sont effectivement au cœur de tout ce qui se passe et de nos chaînes de valeur, la partie maritime a considérablement progressé. On a vu ces 10-15 dernières années, le groupe AGL y a participé à hauteur environ de 3 milliards d'investissements. Les ports sont passés de profondeur de 9 à 10 mètres à aujourd'hui des profondeurs de 16-17 mètres. Je crois que Tanger est à 19 mètres. Ce qui veut dire qu'en fait, les navires de grande capacité, avec des coûts de transport moins chers, peuvent arriver, selon les dessertes, dans des délais qui sont en fait les délais de mer. Et les problèmes commencent aujourd'hui quand on passe la barrière portuaire, parce que la connectivité terrestre, les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, j'aurai l'occasion d'y revenir, et la digitalisation des corridors font que toute la valeur ajoutée finalement qui a été créée ces dernières années à la mer se perd à la terre. Et donc, effectivement, quand on parle de la transition énergétique pour laquelle le continent africain doit jouer un rôle majeur, on sait qu'en matière de transition énergétique, la demande va passer dans le domaine du cuivre à 50 millions de tonnes très rapidement. Comment peut-on sortir ces productions nationales, transformer ces productions nationales et relocaliser de la chaîne de valeur? Il faut nécessairement investir massivement dans la partie terrestre. Et c'est ce à quoi le groupe que je représente s'emploie. On a aujourd'hui, on est souvent plus connu pour la partie portuaire, mais en réalité, sur nos 23 000 collaborateurs, les 2/3 sont déployés dans les ports secs, sur les bases logistiques, sur les hubs et sur les chemins de fer. Et ça doit être, pour les années à venir, l'essentiel de nos investissements. Merci. Donc, on le voit bien, que ce soit le maritime, le routier, terrestre ou encore le ferroviaire, il y a un réel besoin de renforcer les corridors, en particulier sur un certain nombre de territoires. Et le continent africain en est un véritable enjeu, comme nous le rappelle très bien
et Eric de Africa Global Logistics. Mais ce serait intéressant aussi de voir qu'en est-il sur d'autres horizons et d'autres territoires, notamment le continent américain. Je sais que Denis Deschamps intervient beaucoup sur ce continent. Est-ce que ce sont les mêmes contraintes et les mêmes opportunités, ou est-ce que ça se présente différemment puisque vous êtes aussi de ces territoires francophones, mais basés sur un autre continent? Alors, définitivement, en fonction de ma présence aujourd'hui, je crois beaucoup dans cette capacité de pouvoir non seulement faire du commerce ensemble, mais d'être capable de pouvoir renforcer ce qui aujourd'hui est peut-être une contrainte, mais de transformer ça en opportunité à travers l'Alliance. Je vais baser beaucoup mon propos sur deux volets, le côté sociopolitique, mais aussi la méconnaissance de nos pays. Je me suis rattaché beaucoup à ce que l'on connaît. Un des éléments que l'on connaît quand même bien à travers la diaspora marocaine au Québec, ça nous permet déjà de pouvoir connaître plusieurs éléments qui peuvent devenir des contraintes lorsqu'on a la méconnaissance du pays pour être capable de faire du commerce. Et qui dit commerce, dit renforcement des flux de marchandises et la capacité de pouvoir renforcer nos corridors logistiques. L'élément confiance, dans mon livre à moi, reste toujours l'élément crucial et prioritaire pour que deux sociétés puissent décider de faire ensemble. Et le cas échéant est en mesure de pouvoir commencer à produire, transporter et puis être capable de pouvoir rentabiliser leurs opérations. Donc, je vais y aller beaucoup sur la pensée simple et considérant la valeur que le Maroc représente pour l'Afrique en termes de points névralgiques pour être capable de pouvoir transporter la marchandise qui transite par Tangimed, à titre d'exemple, qui est extrêmement performant. Et je fais la référence avec les ports de Québec, sur lequel la relation, elle existe, mais un commerce quand même, je dirais, timide de ce que pourrait représenter, autant pour le Québec et le Canada, le marché africain, et pour le marché africain, passant par la dynamique qui existe au Maroc, par le Québec pour ce qui est du marché nord-américain. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, le peu de marchandises qui transitent entre le Maroc et le Québec, bien, on parle de délai, on parle d'efficacité qui est mitigée parce qu'effectivement, on n'a pas assez de volume, on va parler de tarification. Et un des éléments importants qu'il faut adresser, c'est le fait qu'entre le Maroc et le Canada, il n'y a toujours pas d'entente de libre-échange pour ce que peut représenter toute la question de la fiscalité, des tarifs douaniers et ainsi de suite. Donc, dans les éléments sur lesquels on s'est penché déjà depuis 48 heures dans nos échanges auxquels on a participé avec le CGEM, en référence au Conseil du patronat, c'est définitivement l'importance de faire connaître à nos entreprises canadiennes la valeur du Maroc comme point d'entrée et dans cette belle relation avec le continent africain pour être capable de pouvoir s'investir. Et ça a été intéressant de voir qu'en fonction de la diaspora qui existe au Québec, déjà cette présence d'entrepreneurs qui font des affaires, et puis on peut aussi sentir l'intérêt qu'ils peuvent avoir de revenir vers l'Afrique pour être capable de pouvoir convenir d'un commerce lucratif, intéressant et pour générer de la prospérité pour leur terre d'accueil, leur terre d'origine, pardon. De belles choses à conclure. Alors, mon propos, il est beaucoup sur le côté économique pour être capable de pouvoir renforcer nos corridors logistiques parce qu'elles doivent se rentabiliser. Contrainte première, c'est le contexte économique. Parfait. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Après, se pose toujours la question, vous avez parlé du volume du trafic qui fait que les coûts ne sont pas optimaux, mais c'est toujours la question de la poule et de l'œuf. Souvent, on dit il faut mettre peut-être les corridors, ça va doubler le trafic parce que justement, il y aura des chemins à emprunter et chaque fois, on se retrouve avec les mêmes problématiques. En tout cas, c'est clair que si on veut développer ces opérations commerciales
le commerce entre les pays de l'espace francophone, il faut qu'on renforce ces corridors. Je sais que Hicham Loumi de l'UTICA, donc le patronat tunisien, vous êtes toujours dans l'advocacy de ces contraintes de coûts de logistique qui renchérissent nos coûts et qui plombent notre compétitivité. Donc j'aimerais bien avoir justement le point de vue patronal sur la question. Merci pour la question. Effectivement, moi je vais intervenir du point de vue de l'opérateur économique, industriel, parce que mes prédécesseurs, pour la plupart, sont des spécialistes de la logistique, qu'elle soit maritime ou terrestre. En tant qu'opérateur économique, industriel et bien sûr vice-président du patronat tunisien, notre objectif, c'est comment doper les échanges dans l'espace, mettons, euro-méditerranéen, Europe-Afrique. C'est notre espace naturel de croissance. Il y a une grande différence entre la fluidité et le coût logistique de l'Afrique du Nord vers l'Europe. On est à quelques heures du Maroc, 3 heures pratiquement de l'Europe, de Tunisie, pratiquement 24 heures de l'Europe. Mais quand il s'agit d'exporter vers l'Afrique subsaharienne, c'est en semaines que ça se compte. D'un côté, on compte en heures la logistique de l'Afrique du Nord vers l'Europe du Sud des ans, c'est quelques heures, alors que du côté exportation et échanges commerciaux vers l'Afrique subsaharienne, c'est beaucoup plus long, ça va de 4 semaines et même 6 semaines des fois. Donc il y a d'un côté la partie maritime. Si je prends le cas de la Tunisie, qui est mon pays, il faudrait absolument qu'on ait une ligne régulière et directe pratiquement, qui irait vers Dakar, vers Abidjan. Et là, ça permettrait de réduire ce transitable. Mais bien sûr, il y a aussi la partie corridor. Et pour les pays d'Afrique subsaharienne qui sont enclavés, c'est vraiment la solution. Donc il y a effectivement un challenge très très important et qui devrait permettre de doper les chaînes de valeur mondiales. Parce qu'aussi bien la Tunisie que le Maroc sont très très bien développés dans l'industrie automobile. Le Maroc se distingue de manière royale et c'est un royaume. Et je salue ici la clairvoyance de Sa Majesté le roi du Maroc qui a permis et insufflé un vent extrêmement positif pour arriver à ce que le Maroc fasse 1 demi-million de véhicules produits et vise le 1 million de véhicules, ce qui est proche de certains pays européens. Donc là, c'est une performance. La Tunisie aussi se développe de manière très intéressante. Il y a des projets de corridors à partir de la Tunisie, Gate to Africa. C'est un projet qui a été proposé à partir d'une zone logistique dans le sud tunisien, à la Sejdir, c'est à la frontière de la Libye, et qui pourrait traverser la Libye et aller vers plusieurs pays africains. Pareil, il y a aussi la transsaharienne qui part d'Alger, mais il y a un souci, c'est que le transit en Algérie n'est pas permis. Donc comment peut-on utiliser ce corridor s'il n'y a pas la possibilité de transiter par l'Algérie? Donc il y a effectivement beaucoup de solutions et il y a énormément d'opportunités. Merci. Merci. Donc effectivement, on le voit bien, si on veut renforcer le développement des chaînes de valeur entre nos différents pays, si on veut aussi avoir de la compétitivité de nos industries, il est nécessaire d'aller vers ces corridors. S'il y a un pays qui l'a compris très tôt et qui a construit des corridors depuis de nombreuses années, qui s'est développé grâce aux corridors, c'est bien sur le continent africain, Djibouti. Je sais que Djibouti, souvent les gens se posent la question, comment se fait-il qu'il y a un volume aussi important de marchandises qui transitent par Djibouti? Quand on voit la population, il y a un décalage et en fait, l'histoire est autour des corridors. Qu'en est-il, Monsieur Dawale, président de la Chambre de commerce? Merci, Abdou. Bismillahirrahmanirrahim. Je crois que Djibouti, l'histoire même de Djibouti commence avec la plateforme, je dirais, portuaire. Djibouti étant connu pour, je dirais, une plateforme de redistribution à partir des pays enclavés, et en particulier l'Éthiopie. Et ça date de 1900. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Djibouti dispose de 7 ports,
dans le port le plus actif et le plus dynamique de l'Afrique de l'Est et australe. Ce port étant, je dirais, le plus dynamique sous le contrôle de Rick, qui, je pense, en tant qu'utilisateur, connaît très bien l'utilité de Djibouti et de son plateforme. Mais si je puisse revenir sur la stratégie politique djiboutienne en termes de logistique, nous sommes non seulement sur une ligne maritime, une des lignes les plus importantes de la région, en tenant compte de beaucoup d'aspects, y compris l'aspect développement des ports, mais aussi développement des corridors et infrastructures des pays enclavés. Nous avons, par exemple, le train Djibouti-Éthiopie, qui est un train électrique qui transporte à peu près, je dirais, une cargaison de 350 conteneurs par voyage. Nous avons un corridor routier qui est très occupé, mais cela montre que Djibouti a non seulement misé sur des projets d'infrastructure, mais aussi des projets d'interconnexion. Si je puisse prendre l'exemple dernier que nous sommes en train de développer, c'est le CR auquel Djibouti est en train de mettre en place pour les pays enclavés. Tous les conteneurs de produits de haute valeur viennent jusqu'à Djibouti et nous travaillons avec 35 pays enclavés, y compris, je dirais, certains pays de l'Austral, Afrique australe, pour transporter en cargo aérien. C'est pour vous donner l'envergure et l'importance que Djibouti donne dans le domaine du corridor. On le voit donc, les corridors ont un enjeu majeur et j'imagine qu'aujourd'hui, n'eût été ces corridors, toute l'économie éthiopienne aurait eu des complexités à se développer, puisque vous nous dites que ce soit sur le ferroviaire ou sur le routier, il y a tout un corridor qui permet de déboucher sur les ports de Djibouti. Et quand vous nous dites 7 ports pour un pays comme Djibouti, on voit l'importance de cette connectivité à travers les corridors. Je reviens vers vous, Eric, sur toutes vos opérations sur le continent. On sait qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement, justement, pour développer les corridors? Si vous pouvez nous en parler un peu plus, et comment ça marche, comment ça se développe. Avant ça, je suis embêté parce que j'ai mon voisin de droite qui a une superbe plateforme portuaire Djibouti qui me demande de confirmer, et j'ai mon voisin de gauche qui a une superbe plateforme portuaire Tanger aussi, et nous-mêmes, on a des très très belles plateformes de transbordement à Pointe-Noire. J'ai failli vous demander, est-ce que la boutade. plateforme de Tanger et de Djibouti sont connectées? Mais bon, ça, je pense que c'est une boutade, mais c'est aussi intéressant parce qu'en réalité, en matière de corridor, et nous, on le vit en travaillant et en investissant sur une quarantaine de corridors, aucun n'est exclusif de l'autre. Et en réalité, pour répondre aux besoins des industriels, on a besoin d'investir massivement dans tous les corridors. Et donc, à la réponse que tu poses, ce que AGL fait, d'abord, on a augmenté notre capital l'année dernière de 650 millions d'euros pour se donner les moyens d'investir à terre. On a un pipeline d'investissement qui est de 600 millions pour 2024. Et je pense qu'un sujet dont on n'a pas parlé sont les politiques publiques. Parce que quand on parle de non-performance des corridors, je vais prendre un exemple. Si je reviens à la transition énergétique, vous allez en RDC pour traverser la frontière à Kasumbalesa, vous avez des files d'attente de camions qui vont entre 40 et 80 km. Et donc, je pense que le secteur privé a un rôle essentiel à jouer. Il ne peut pas, évidemment, déterminer les politiques publiques, mais nous, notre stratégie, c'est d'essayer de montrer le chemin, d'investir massivement, de créer les conditions pour que l'intégration régionale se fasse. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est donné des moyens financiers supplémentaires avec le soutien de notre actionnaire puisque nous faisons partie de la grande famille MSC, premier armateur.
Et donc, nous nous sommes donné les moyens pour investir à terre et nous pensons que dans ces investissements, il y a deux grands axes. La partie ferroviaire, on en a parlé tout à l'heure, Djibouti, Addis. Nous-mêmes, on a mis dans les réseaux ferroviaires qu'on opère en partenariat public-privé plus de 350 millions d'euros. Pour tout dire, nous nous sentons un peu seuls, parfois, parce que ce sont des infrastructures qui ne peuvent pas reposer uniquement sur l'investissement privé. Et donc, notre stratégie, c'est de réunir sous forme de partenariat public-privé, les moyens financiers, des panels précédents en ont parlé, les moyens financiers sont absolument nécessaires et les partenariats public-privé, nous le pensons, sont le meilleur moyen pour faire se rejoindre la puissance financière, l'inventivité du secteur privé et les moyens publics qui sont nécessaires à ces grandes infrastructures. Donc pour nous, il y a deux grands axes, nos investissements sur la partie terrestre, le ferroviaire, les hubs de transbordement, et le deuxième, c'est la partie digitale et les hommes. Et là, je reprends aussi l'exemple du ferroviaire. En fait, on n'a pas beaucoup parlé de francophonie, en tout cas moi, dans mon intervention jusque-là. S'il y a une filière dans laquelle le monde francophone peut, et on est ici au Maroc, il y a une ligne à grande vitesse, peut apporter à la fois les meilleurs cabinets d'études, du matériel ferroviaire et de la compétence, c'est bien le domaine ferroviaire. Et il est un peu parfois dommage, pour dire la vérité, chez toi, le chemin de fer, il était plus venu de la partie orientale que de la francophonie. Et donc voilà, nous, notre credo, on y croit beaucoup et on pense aussi que les conditions sont en train de se réunir pour que ça se produise. J'espère que certains acteurs politiques t'entendront et suivront, parce que moi, il y a un chemin de fer qui me tient beaucoup à cœur, c'est le Dakar-Bamako, qui est un vrai chemin de fer de la francophonie. J'espère qu'il sera relancé bientôt, puisque tu dis qu'il y a beaucoup de conditions qui sont réunies. J'espère que pour celui-là aussi, les conditions sont peut-être réunies pour la relance, et c'est vrai que ça permettrait d'avoir autre chose que les exemples de l'Est. Mais justement, en parlant de coopération, Tanger Med, Djibouti, dans tout cet espace francophone, Rachid, quel est l'état de la coopération et comment faire pour que les choses avancent? Je sais que en ce moment même, je pense qu'aujourd'hui, demain et après-demain, il y a un forum portuaire qui est en train de se dérouler quelque part sur le continent avec Tanger Med comme acteur clé. Donc comment se déroule cette coopération? Alors, si tu le permets, je vais prendre peut-être 30 secondes de plus pour rebondir sur quelque chose qui a été dit. Ensuite, je répondrai rapidement. On a beaucoup parlé tout à l'heure sur est-ce que c'est la poule ou l'œuf qui doit commencer, est-ce que c'est les exports ou le maritime. Je pense que, de manière générale, c'est produire, avoir envie d'exporter, et le maritime, il finit toujours par suivre. Toujours. Le maritime, vous avez des très grands armateurs dans le monde qui ont plus de 300-400 navires. Ils savent déployer un navire du jour au lendemain sur une autre ligne. Par contre, préparer la production, préparer une industrie, préparer un écosystème industriel, ça prend plus de temps. Donc, dans cette histoire de poule et l'œuf, je pense que c'est d'abord à l'industrie de faire le nécessaire. Le maritime finit toujours par suivre. Et à titre d'exemple, je voudrais le donner, comme on le disait tout à l'heure, grâce à la vision de Sa Majesté de vouloir avoir ce grand port de Tanger Med, qui n'est pas que portuaire, vous le savez. Derrière ce port, il y a des zones industrielles qui, il y a une dizaine, quinzaine d'années, étaient encore, en termes d'écosystème, toutes petites, mais aujourd'hui, elles sont arrivées à plus de 2000 hectares industriels qui sont déjà opérationnels, qui emploient 100 000 personnes et qui exportent 13 milliards d'euros par an. Je pense que ça répond à la question aussi. Pouvoir échanger entre beaucoup de pays, et dans le cas d'aujourd'hui, des pays francophones. D'abord, comme je le disais, ça existe. Tanger Med échange déjà 40% de ses flux uniquement avec des pays francophones. Et deuxièmement, si on avait un conseil peut-être à donner à d'autres pays francophones, c'est que le modèle Tanger Med, d'ailleurs duquel s'inspirent beaucoup de pays qu'on reçoit souvent, est un modèle qui est non pas seulement portuaire, mais qui est portuaire, industriel et logistique. Et c'est ça qui fait en fait la force de ce projet. Maintenant, en termes de coopération, pour répondre à ce que vous disiez, en ce qui nous concerne, on a démarré ça très, très tôt, pratiquement dès le démarrage du port. Beaucoup d'autres ports ont voulu faire des jumelages avec nous. Ça existe entre des ports.
On en fait de temps en temps quand c'est extrêmement utile entre deux ports qui ont des vrais échanges ou qui veulent avoir des vrais échanges entre eux. Deuxièmement, on a décidé, il y a plus d'une dizaine d'années, de créer une filiale qui s'appelle Tangemed Ingénierie. Et cette filiale-là, qui comporte une centaine d'ingénieurs et techniciens, a non seulement travaillé pour le port de Tangemed, mais aujourd'hui exporte son savoir-faire non seulement au Maroc, mais dans une vingtaine de pays en Afrique de l'Ouest et beaucoup de pays francophones. Et on est souvent appelé à essayer de contribuer au développement d'autres pays dans ce qu'on sait faire de bien aujourd'hui, à savoir le portuaire, la logistique et l'industriel. Donc voilà le type de coopération qu'on essaie de développer. Merci beaucoup, Rachid. Je vais me tourner après Rachid pour parler un peu d'exemples concrets de corridors et de développement d'espaces logistiques. Denis, sur votre expérience, est-ce que vous pouvez partager quelques exemples concrets? Bien, déjà, le premier engagement que l'on a décidé de prendre du côté du Conseil du patronat en lien avec nos politiciens, puis dans cette belle relation là, qui s'est établie cette semaine avec le Maroc. Et autant on peut comprendre les raisons politiques qui empêchent un pays de pouvoir s'avancer avec un autre pays. On peut parler d'un déficit économique relativement aux imports, aux exports et qui a peut-être limité cette capacité là, de pouvoir créer une entente de libre-échange. Définitivement, cet engagement-là, Carl et moi, on a décidé de le prendre et en complicité avec le CGEM, parce que naturellement, il faut toujours respecter nos politiciens, mais il faut bien communiquer puis être en mesure de pouvoir s'élever pour qu'on puisse arriver à nos fins. Alors ça, c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, il touche cette capacité de pouvoir même connaître de notre côté nos investisseurs, nos entreprises. On constate de façon assez claire qu'on ne connaît même pas les entreprises chez nous qui ont investi et qui investissent en Afrique. Alors, de notre côté, naturellement, le continent africain, c'est un grand continent. Alors, on va y aller de façon parcimonieuse parce qu'il faut commencer en quelque part avec le focus qui est nécessaire. Alors, définitivement, l'encouragement auprès de nos sociétés pour démystifier ce que l'on ne connaît pas sur un pays d'accueil qui nous a accueillis cette semaine en grande hospitalité, le Maroc, et tout en considérant la valeur des liens que le Maroc entretient avec les pays d'Afrique. Cette démarche-là devrait nous permettre de pouvoir créer un certain équilibre économique entre nos deux pays. Et le troisième élément qui est non négligeable, sur le côté de la fiscalité, je pense sérieusement que les volumes d'affaires vont permettre de créer une balance économique qui devrait permettre de contraindre le protectionnisme, dans notre cas américain, pour être capable stratégiquement de pouvoir être vraiment une porte d'entrée pour l'Afrique à travers le Québec sur la belle compétence de nos ports, la complémentarité de nos ports de Québec. D'ailleurs, je veux par la même occasion souligner une belle conversation que j'ai eue avec le président du port de Québec, qui a été très généreux de son information et qui considère qu'une des opportunités fort intéressantes touche le côté réfrigéré. Alors, naturellement, tout l'aspect agroalimentaire est quelque chose d'essentiel et les capacités, elles sont très présentes au Québec, au même titre que je peux considérer les grandes compétences des ports de nos pays d'Afrique. En tout cas, je sais que Rafik Lahlou et Omar Cherkaoui sont dans la salle. C'est pour nous les présidents des conseils d'affaires Maroc-Canada. Donc vous leur donnez assez de travail pour leur feuille de route. J'espère qu'ils vont vous suivre et qu'ils vont aider avec leurs homologues du Canada et d'autres, donc pour renforcer justement ce courant d'affaires et nous permettre d'avoir cette ouverture de corridors routiers. Pour continuer, je vais interpeller mes acteurs des confédérations du secteur privé, donc Hicham et Youssef. Aujourd'hui, si vous devez donner des recommandations justement pour
développer plus de corridors, renforcer la compétitivité. Quelles seront les recommandations essentielles que vous donnerez? Je crois que ce qui est important, c'est d'un côté encourager le développement et la performance des chaînes de valeur mondiales. Et je pense qu'il y a des pays en Afrique qui se distinguent dans ce domaine-là. Il faudrait peut-être qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, on investisse plus dans ces secteurs-là, mais il faudrait bien entendu améliorer l'aspect logistique. Mais ce que je peux dire pour mon pays, c'est qu'on est en train d'investir et d'encourager tout ce qui est investissement dans l'infrastructure, notamment portuaire, routière. Donc il y a une volonté au plus haut niveau de l'État d'investir et de se développer les échanges avec l'Afrique. Si je prends le cas de la ZLECAf, la Tunisie est dans un process de commerce guidé, qui est une initiative qui accélère un peu le démantèlement tarifaire qui est prévu par la zone de libre-échange du continent africain. Donc là, ce qui est important, c'est d'investir plus au niveau de l'infrastructure qui touche la logistique et le portuaire. Youssouf, je sais que vous avez beaucoup de projets qui sont en cours déjà sur Djibouti. Quelles sont les orientations que vous donnerez pour justement encore plus investir dans ces corridors et les développer? Oui, merci Abdou. J'ai juste à mentionner aussi que la zone franche djiboutienne joue un rôle important, parce que c'est une zone franche qui est justement destinée à pouvoir éclater certains produits qui vont être, je dirais, retravaillés à partir de cette zone franche. Il y a un mouvement dans le sens où nous souhaitions qu'il réunisse toutes les conditions, vu les circonstances géographiques que vous connaissez, avec la perturbation de la mer Rouge et du Bab el-Mandeb aujourd'hui, que je pense nous allons surmonter rapidement. Il est important et même primordial pour Djibouti de jouer son rôle je dirais, de canal d'abord maritime, mais aussi de redistribution pour les pays enclavés comme l'Éthiopie, qui a quand même 120 millions d'habitants. Tous les pays enclavés comme le Rwanda, le Burundi, le Sud-Soudan, une partie du Soudan, auquel nous souhaitions travailler le CIR. Et toutes les conditions doivent être réunies pour que les opérateurs qui souhaitent intervenir dans le domaine du corridor et des infrastructures en général sont le bienvenu. Et en ma qualité non seulement de président de la Chambre de commerce, mais aussi président du conseil d'administration de l'Agence de la promotion des investissements de Djibouti, j'accueille à bras ouverts toute société qui serait intéressée à opérer à partir de Djibouti. Merci beaucoup. Donc on le voit bien, il y a un enjeu majeur de développement des corridors, que ce soit la création ou le renforcement de l'efficacité de ces corridors. Le potentiel est très important. Il y a des choses qui ont été faites, mais encore il reste beaucoup à faire. Et comme pour prendre un peu écho du dernier appel de Youssouf, c'est aussi l'occasion, certainement, pour les acteurs du secteur privé, et notamment tous les membres de cette alliance des patronats francophones, de saisir l'opportunité pour pouvoir investir dans le développement de ces corridors de logistique, et notamment dans le cadre de partenariats public-privé ou tout simplement dans le cadre d'investissements privés. Nous avons des contraintes de temps puisqu'on a démarré très largement en retard, donc je vais m'en arrêter là, si vous le permettez bien. Comme ça, on permettra aux autres aussi d'avoir un peu de temps pour leur panel. Merci à tous nos panélistes pour ces échanges et j'espère qu'à l'avenir, on aura encore plus en plus d'investissements dans ces corridors et aussi forcément donc plus de commerce entre les acteurs
des pays francophones et des patronats francophones. Oui. Vous vouliez poser une question? Bon. Donc, alors, une question, parce que vous y tenez, ce sera une petite minute. Merci bien. Ghislain Cueté, je suis dirigeant d'une start-up qui se trouve en France. Elle s'appelle Cliva. Nous travaillons sur les questions d'audit et de conseil auprès des entreprises. Et je vous remercie en fait pour tous ces échanges et tout ce que vous avez précisé. Si on prend le cas de la ZLECAf, on a, je trouve, une remarquable initiative qui permettrait vraiment la création d'une zone de libre-échange, mais qui, concrètement, dans les faits, est d'application à géométrie variable actuellement. Donc moi, je me pose la question des indicateurs qu'on met en place, parce que souvent, si je prends juste le cas africain, on a souvent de très belles initiatives, mais qu'on ne suit pas. Est-ce qu'il y a des indicateurs autres que les chiffres qu'on peut avoir au niveau de nos des ports qui sont créés? Est-ce qu'il peut y avoir des indicateurs pour aider ceux qui veulent entreprendre, pour pouvoir voir vraiment quels sont les corridors les plus fonctionnels actuellement? Ça, c'est ma première question. Et j'ai une deuxième question qui... Ah. Eh bien... Votre première question est déjà une conférence. Parce que la première question que vous avez posée nécessite en elle-même une conférence. Donc, on va juste permettre rapidement, si quelqu'un veut juste réagir, même si... Allez-y. Non, juste répondre que le secteur privé a ses indicateurs. C'est-à-dire que nous-mêmes, nos voisins, on est chaque jour, on suit les performances de nos ports, les KPI, les performances des corridors en tant qu'opérateur privé. Après, comme je le disais précédemment, les politiques publiques, la ZLECAf est une vraie initiative qui montre une lame de fond et une volonté. Et je pense que le rôle du secteur privé, c'est d'investir, c'est de montrer l'exemple, c'est de partager ces indicateurs. Nous-mêmes, et je suis sûr que mes collègues aussi, alimentons beaucoup l'Union africaine, les DFIs, les bailleurs de fonds, pour donner de l'information sur ces performances. On est consulté et c'est comme ça, je pense, qu'on peut faire avancer. Donc, le secteur privé ne doit pas, il ne peut pas attendre les politiques publiques. Mais là où vous avez raison, clairement, c'est que la ZLECAf doit mettre en œuvre les outils qui permettront la mise en effectivité réelle de son organisation. Merci, tout à fait. Comme j'ai le micro, je vais en profiter pour dire un mot avant de clôturer. Effectivement, les indicateurs sont là. Hein. Vous savez, Tangemed, ils peuvent vous dire de combien ils ont réduit le coût du transport entre les différents pays africains, de combien ils ont réduit le délai d'acheminement d'un conteneur, parce que c'est des indicateurs qu'ils suivent. On peut aussi vous dire la route Tanger-Dakar, de combien ça a augmenté le commerce entre les pays que ça traverse. Mais c'est vrai qu'après, il y a des sujets, notamment comme la ZLECAf, il faut leur donner le temps de se mettre en œuvre et peut-être d'ici quelques années. De toute façon, il y a des ambitions, il y a des KPIs qu'on s'est fixés, doubler le commerce intra-africain à horizon 2030. Maintenant, il va falloir les mesurer. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite prolongation et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Avancez-vous parce que c'est pour la photo. Je vous en prie, une photo. Oui, oui, allez-y. Avancez-vous, avancez-vous. Les photographes vous voient certainement de près. Avancez-vous, messieurs. Et merci en tout cas pour la richesse de cet échange.